Bonjour à toutes et à tous, ce matin nous allons voir que la danse peut créer des ponts entre les mondes, ouvrir un dialogue intergénérationnel et intercommunautaire. Abou Lagra, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes danseur et chorégraphe, fondateur de la compagnie La Baraka à Annonay, compagnie que vous dirigez avec votre épouse qui est à nos côtés également aujourd'hui, Nawal Aïd Benalla. Vous êtes aussi chorégraphe et danseuse. En ce moment, vous présentez l'œuvre de Georges Bizet partout dans la région, que ce soit Romans-sur-Isère, Roanne ou encore à Lyon, à la Maison de la Danse. Ce sera dans quelques semaines. Vous allez tout de suite nous présenter cette version dansée. Merci. On est bon. Bonjour à vous, merci d'être avec nous ce matin sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes danseur et chorégraphe, fondateur donc de la compagnie La Baraka à Annonay, c'est en Ardèche, ville dans laquelle vous êtes né et dans laquelle vous avez donc débuté la danse à 16 ans avant de rejoindre le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier cours de danse ? Ah oui, je m'en rappelle parce que c'était la petite école de danse d'Annonay, le centre de danse d'Annonay. Et une copine à moi m'a amené, j'avais donc 16 ans, pour prendre mon premier cours de danse. C'était plutôt de la danse jazz, ce qu'on voyait dans l'équipe vidéo, Janet Jackson, Michael Jackson à l'époque. Et je me rappelle du premier pas que j'ai fait. À ce moment-là, je suis allé voir ma prof, Anne-Marie Picot, et je lui ai dit, écoute, je veux devenir danseur professionnel. Et elle m'a dit, mais pourquoi ? Je dis, parce que je me sens très très bien dans cette façon de m'exprimer. Et qu'est-ce que vous avez ressenti vraiment lorsque vous étiez sur la piste de danse ? D'exister, enfin, et de pouvoir enfin m'exprimer. J'avais du mal à m'exprimer verbalement, et c'était juste pour moi, je me sentais dans mon élément, en fait. C'est devenu une passion immédiate, et surtout, je voyais le regard des autres, en fait. On me regardait différemment. Et vos débuts de danseur-interprète ont eu lieu donc au SOP Dance Theater Francfort avec Rui Horta, danseur et chorégraphe portugais, que vous avez suivi ensuite en tant qu'assistant, cette fois à Lisbonne pour le ballet Gulbenkian. Qu'est-ce que vous retenez de cette première expérience aux côtés d'un grand professionnel ? C'était formidable. D'ailleurs, lui nous demandait beaucoup de créer, donc de composer. Et surtout, à l'époque, c'était une compagnie qui faisait le tour du monde. À raison de 200 dates par an. C'était incroyable comme rythme. Et vous avez suivi ce rythme ? Ah ben, complètement, Ouais. je l'ai suivi et c'est vrai que ça a duré 4 ans. C'était complètement fou en fait de rencontrer les publics dans le monde entier. Et puis, ils nous demandaient surtout d'être nous-mêmes. Et c'est ça qui était intéressant. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai découvert que j'avais un certain talent à créer en fait. Je me suis rendu compte que, comme il nous demandait beaucoup de composer, de donner nous-mêmes, j'ai appris je me suis découvert, en fait. Et ce qui vous a permis de travailler avec d'autres chorégraphes ensuite, notamment Robert Poul, Denis Plassard ou encore Lionel Hoche. Ce sont des danseurs là, que l'on voit à l'image, qui ont aussi une très belle carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, ils influencent encore votre vision de la danse contemporaine ? C'est plutôt Rui Horta. Je retiendrai Rui Horta. Oui. C'est plutôt lui qui m'a beaucoup influencé, surtout dans ma manière de créer et de continuer à demander aux interprètes avec qui je travaille de sortir le mieux qu'ils aient à l'intérieur et de travailler sur l'émotion, de travailler sur l'échange avec les publics, de garder une danse qui reste ouverte et populaire en fait. Et toutes ces personnalités que l'on vient de voir là vous ont aussi donné envie de créer votre propre compagnie. Ouais. En 1997, la Baraka, c'est donc à Annonay, qui existe toujours dans cette ville. Quelles sont les couleurs que vous avez voulu donner à cette compagnie en la créant en 1997 ? J'avais envie, j'ai toujours envie en fait, d'avoir une danse qui... c'est surtout de donner un message multiculturel, en fait, de montrer l'identité de la France. Et l'identité de la France, c'est ce mélange de cultures, de personnes qui arrivent du monde entier, et surtout de transmettre au public ma passion. Mais cette passion, c'est avant tout de parler des relations humaines, de parler les émotions qui nous traversent tous. Et puis, voilà, d'avoir une danse à la fois
pointue, c'est-à-dire savante, mais en même temps qui reste populaire, qui reste accessible et qui parle au public. C'était le cas en 2010, puisqu'avec votre compagne Nawal Haït Benalla, vous avez créé le premier ballet contemporain d'Alger, qui s'appelle Nia, qui veut dire faire confiance à la vie, et qui a rencontré d'ailleurs un franc succès, que ce soit en France ou dans le monde. Une création qui vous a permis de renouer avec vos origines, qui sont algériennes, en faisant un pont culturel méditerranéen. Et ouais, c'était un projet incroyable avec Nawal Haït Benalla, former des danseurs qui venaient des rues d'Alger. Là, on reconnaît le boléro de Ravel Voilà. en musique de fond. Et ça, c'était la première à Alger d'ailleurs, je vois les images, c'était vraiment très frais. Et c'est vrai que ces danseurs, on a dû les former à la danse contemporaine, au classique, au yoga, et en même temps leur donner une identité qui est propre à eux-mêmes, c'est-à-dire des gens qui ont faim d'aller sur scène et qui ont envie de partager, donner de l'émotion. Et c'est vrai que ce boléro a fait à peu près 200 dates dans le monde entier et ça leur a donné un visa, un passeport qui leur a permis de voyager dans le monde entier et de rester danseurs, certains d'entre eux aujourd'hui. Certains sont profs en Algérie et certains continuent à danser. C'était une aventure extraordinaire, surtout dans un pays comme l'Algérie. Et pour vous, justement, de vous reconnecter avec vos racines, vous avez prolongé l'expérience en 2013 avec El Djouddour, deuxième collaboration donc avec le Ballet contemporain d'Alger, qui a eu l'honneur d'ouvrir l'événement Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Quand vous revoyez ces images, presque 12 ans plus tard maintenant, vous êtes fier et heureux d'avoir créé de manière pérenne ce lien avec votre pays natal? Complètement, et surtout, il n'y avait que des hommes dans le ballet au départ. Donc les femmes sont arrivées de France, d'Europe, et j'ai fait cette création avec 14 danseurs, français et algériens. Et les El Djouddour, donc veut dire les racines. Et c'était assez incroyable aussi d'ouvrir la capitale européenne de la culture avec eux. Et on voit même sur les images qu'ils ont énormément mûri, qu'ils ont un bagage beaucoup plus fort. Et voilà, c'était une aventure formidable que de parler de mes racines. Oui, parce que je dis pays natal, mais non, vous êtes né en France. Je suis né à Annonay. Mais vous avez ces racines algériennes. Oranaises, exactement. Voilà, dans vos ancêtres, bien évidemment. Oui. Ce multiculturalisme est très important pour vous, le vivre ensemble des communautés au contact desquelles vous avez donc grandi à Annonay. Vous dites que ça n'est plus pareil aujourd'hui dans les quartiers en 2025, que c'est différent de ce que vous avez connu durant votre enfance. Pourquoi, à votre avis, on n'a plus cette atmosphère, on va dire, du partage? Alors, on vivait d'abord comme dans une sorte de tour de Babel dans les quartiers, c'est-à-dire que chaque communauté espagnole, maghrébine, cambodgienne, turque, etc., vivait très très bien ensemble. Et je me rappelle même qu'on pouvait aller taper à la porte de quelqu'un, demander du beurre, du sucre, les gens ouvraient leurs portes, on était une fois chez eux, ils étaient une fois chez nous. Il y avait un vrai langage intercommunautaire et aujourd'hui c'est vrai que c'est devenu très compliqué parce que chaque communauté se sont un peu repliées sur elles-mêmes. Ouais. Et puis il y a les réseaux sociaux qui fait qu'aujourd'hui les gens sortent moins, restent un peu chez eux, sur leurs isolés, écrans. Voilà. Et là c'était vraiment formidable. Moi j'ai un souvenir incroyable de mon enfance, d'apprendre la culture des autres, de manger la nourriture des autres parce que quand on est enfant on aime manger. Et puis de voir comment les gens font la fête. Voilà. Et on faisait beaucoup la fête. Et comment les gens communiquent. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus virtuel et moins direct et concret. C'est déshumanisé aujourd'hui et politisé. Vous parliez de votre épouse il y a quelques instants, elle va nous rejoindre dans une poignée de minutes. Nawal Haït Benalla, que l'on voit là à l'image, qui est déjà en train de danser et de bouger évidemment, puisque c'est une danseuse et chorégraphe comme vous. Elle prépare une nouvelle création cette année et monte des projets culturels auprès de publics en difficulté, notamment des enfants en situation de handicap. Avec elle, vous vous êtes donc installé avec votre compagnie, la Baraka, dans une chapelle désacralisée d'Annonay pour y créer un studio chorégraphique. Comment cette opportunité d'investir cette chapelle de style baroque s'est présentée à vous à l'époque? On était à Lyon et on cherchait un lieu à Annonay, ma ville natale, un lieu de résidence pour accueillir des artistes qui viennent du monde entier. Et le maire de l'époque était donc Olivier Dussopt qui nous a ouvert cette porte de la chapelle. Qu'on voit là en image, avec juste tous ces éléments de style baroque qui ont été préservés, tous ces décors. Très inspirant, c'est magnifique. Je crois que, c'est pas moi qui le dis, c'est d'autres, mais
C'est l'un des plus beaux studios d'Europe. On a de la chance d'avoir dans la région un tel studio de danse. Il y a des appartements qui accueillent les danseurs et il y a le public qu'on accueille. Donc Annonay est une ville de 16 000 habitants. On y accueille par an, accrochez-vous bien, 5 000 personnes qui viennent voir les chorégraphes en train de travailler. Donc un tiers de la population franchit les portes de ce studio. Quel est son esprit? Quelle est l'ambiance que vous avez voulu y instaurer? Une maison de la République, et dans le sens noble du terme, c'est-à-dire désacraliser la danse dans un lieu désacralisé, c'est assez, voilà, et apporter tous les styles de danse au public qui vient découvrir les chorégraphes, et surtout d'y accueillir des gens qui sont un peu exclus et loin de la culture, des quartiers, de la ruralité, des petits villages environnants. C'est de permettre, grâce à la culture, au public de venir gratuitement assister à des répétitions, se rencontrer et dialoguer avec les artistes. Et avec la Baraka, vous avez créé plus de 28 pièces, dont certaines en association avec la Maison de la Danse de Lyon. Vous êtes en partenariat avec elle depuis 2015. La dernière pièce, Carmen, sera présentée le 11 février à Romans-sur-Isère, le 15 février à Roanne et ensuite du 18 au 21 février à la Maison de la Danse de Lyon. Carmen, qui est un chef-d'œuvre du compositeur Georges Bizet, dont sont célébrés cette année d'ailleurs les 150 ans de sa mort. C'est une pièce qui va être présentée donc par le Ballet de l'Opéra de Tunis. Quelles sont les couleurs que vous avez voulu donner à cette histoire mythique où on a toujours l'impression finalement qu'elle nous surprend selon le metteur en scène, le chorégraphe qui s'en occupe? Et ouais, puis c'est les retours encore, c'est encore le pont avec la Méditerranée, puisque les danseurs sont tunisiens, formidables danseurs, interprètes. Et j'ai surtout eu envie, donc l'histoire est toujours là dans l'ordre, j'ai gardé l'ordre dramaturgique de la pièce, mais surtout je voulais que ce soit très musical, c'est-à-dire que les gens écoutent la musique, bien sûr apprécient la danse et l'émotion qui s'en dégage, mais surtout je n'ai pas voulu tuer Carmen. Donc ma version à moi, c'est sans tuer Carmen, parce que le féminicide aujourd'hui me paraît complètement insupportable. Et puis il n'y a pas de toréador, parce que le taureau qu'on tue, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais surtout, ce que j'ai gardé, c'est la sensualité des danseurs tunisiens, de cette Méditerranée, du regard, de l'humanité, de ce qui se dégage, et cette façon de danser qui est, encore une fois, chez les Méditerranéens, on a l'impression, à chaque fois que les danseurs sont sur scène, que c'est la dernière fois de leur vie qu'ils vont danser, tellement qu'ils donnent tout. Voilà, ils ont un enthousiasme naturel, spontané et une générosité qui rappelle la culture méditerranéenne tout simplement et qui nous fait bien plaisir à voir. Comment vous faites passer justement l'histoire de Carmen, étant donné qu'il n'y a pas de narration dans ce spectacle? En gardant quand même l'ordre chronologique de l'histoire. Ça laisse des repères pour celles et ceux qui connaissent à peine l'histoire de Carmen. Alors. On arrive à suivre complètement l'histoire. C'était pas évident à faire au départ, mais c'est surtout la force des interprètes. C'est comment ils apportent l'histoire. Il y a quand même, on parle d'amour, il y a la dispute entre l'homme et la femme. Il y a beaucoup de mouvements de groupe qui nous rappellent justement les vagues de la Méditerranée et la liberté de s'exprimer, la liberté qu'avait Carmen, et puis avec son petit zeste de sensualité et d'arrogance qu'elle avait. Et j'essaie de transmettre tout ça avec les danseurs sur scène. Ce spectacle tourne dans toute la France aussi, et je suis ravi de revenir à la Maison de la Danse de Lyon. Je dois l'avouer, parce que c'est une maison qui m'a vu naître en tant que danseur au départ, puis en tant que chorégraphe. Et très rapidement, puisque vous parlez de la ville de Lyon, à la fin de cette année, en tout cas au dernier trimestre, vous allez participer à la grande biennale de la danse. Ce sera pour cette année donc 2025 avec vous, entre autres, et d'autres chorégraphes. Qu'est-ce que vous allez proposer au public? Et oui, on chorégraphie, Nawal et moi-même, un défilé où on s'inspire des danses berbères. On repart encore à la Méditerranée, un peu recyclé, revu, remis au goût du jour. Et on est assez halluciné, puisque à Annonay, on a déjà, et on va commencer au mois de février, on a déjà 120 personnes inscrites pour venir danser et on en attend 200. Voilà, il reste 80 places quand même pour celles et ceux qui nous regardent si vous voulez participer avec Aboulagra à cette belle expérience, parce que c'est vrai que c'est quand même une expérience incroyable pour celles et ceux qui n'ont jamais dansé. C'est 6 mois d'expérience et c'est pour retrouver ma fameuse tour de Babel où
grâce au défilé, on va faire rencontrer toutes ces communautés et ces milieux sociaux différents. Voilà, avec Nawal Haït Benalla, qui nous en parlera d'ailleurs dans quelques instants. Avant, on va ouvrir votre journal intime, puisque voici le moment de l'envers du décor. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. Je le disais tout à l'heure, Abou, vous êtes né donc à Annonay, vous avez vos quartiers un peu partout dans la région lyonnaise notamment. Mais quel est le lieu que vous avez choisi ce matin, que vous vouliez partager avec nous, parce que vous l'appréciez plus que tous les autres? C'est à côté d'Annonay, c'est le sanctuaire de Notre-Dame-des, où il y a une chapelle. C'est un lieu juste paisible, serein, sur un prémontoire qui domine en fait la rivière Dé qui est juste en dessous. Et au mois d'avril, c'est magnifique parce qu'en plus, il y a des roses. Que l'on voit là sur cette Ah ouais. photo. C'est très très beau et il y a un petit secret que j'aime là-bas, c'est que je me ressource puisque sous l'autel de la chapelle, il y a un point d'énergie assez incroyable et il y a une pierre, je ne dirais pas où elle est. Quand on la touche, on se remplit d'énergie. D'accord. J'adore cet endroit, c'est paisible, ça me permet de réfléchir à mes créations, de me régénérer. Et c'est très très beau. Donc quand vous avez un coup de mou, vous allez là-bas. Exactement. Coup de mou ou pas, vous êtes un fantaisiste. Vous dites notamment que vous aimez dire et faire ce qui vous plaît, être en totale liberté d'expression et de mouvement. Pas toujours facile dans la société dans laquelle on est de se sentir totalement libre. Mais pour autant, vous vous essayez. Il faut l'assumer. Faut l'assumer. C'est un trait fort de mon caractère, c'est de dire ce que je pense. C'est-à-dire d'avoir un rapport franc avec les gens. Franc avec les gens, pas mentir. Je n'aime pas mentir aux gens. Je suis quelqu'un de très fidèle, en amitié comme en amour. Je suis quelqu'un qui, comment dire, je suis entier. Et c'est ce que j'appelle en fait la sensualité chez quelqu'un. Mais c'est ce que vous disiez au début de l'entretien tout à l'heure, c'est que ceux que vous avez rencontrés vous ont permis de bien vous connaître et d'être authentique. Exactement. C'est d'être authentique parce qu'en étant authentique, j'arrive, comme je suis quelqu'un qui transmet la danse à des interprètes, c'est de leur permettre d'être eux-mêmes authentiques. Et donc, pour être authentique, il faut leur dire la vérité. La vérité que vous avez choisie ce matin, musicale, c'est le chanteur Son avec son album Trust, chanson que vous aimez écouter et réécouter et réécouter. Ouais, Son, son vrai nom, c'est Christopher Taylor. C'est un artiste britannique. Sa musique, elle est à la fois nostalgique, elle est pleine de mélancolie, les compositions sont très pointues, mélange de folk, mélange de musique électro, c'est juste sublime, quoi. Écoutez, j'adore, ça me régénère. En ce moment, j'écoute que ça, en boucle, dans la voiture, dans le studio. J'aime sa voix, j'aime ce qu'il dégage. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, il a fait un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il se met en retrait de temps en temps, il arrête de créer. Et puis, il fait un album tous les 4 ans. C'est ce que je fais à peu près, une création tous les 4 ans. Voilà, en attendant, vous lisez lorsque vous ne créez pas, et notamment Bel Oranger de José Moro de Vasconcelos. Je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça. C'est ça. Je ne suis pas loin, je pense. Ça rappelle, quand on voit cet ouvrage, là aussi, vos racines finalement. Ouais. En fait, c'est très beau. C'est le premier livre. Moi, j'aimais pas lire petit, et c'est le premier livre où je suis vraiment tombé amoureux en lisant ce livre. Je l'ai lu d'une traite. C'est l'histoire d'un petit enfant brésilien de 5 ans qui découvre la vie et qui, quand il est triste, va confier ses secrets à un oranger. C'est pour ça que ça s'appelle Mon Bel Oranger. C'est pour ça que je parlais de vos racines, parce que les orangers, quand même, Mais bien sûr, en Méditerranée. L'eau d'oranger. Donc c'est assez magnifique, c'est plein d'émotions. J'ai beaucoup pleuré, j'avais je crois 10 ans et j'ai pleuré beaucoup. Il me touchait cet enfant, il ressemblait un peu à mon parcours d'une famille un peu pas très riche. Et puis moi, mes secrets, je les racontais à rien. Lui, il les racontait à un arbre. Donc, et maintenant, vos secrets, vous les partagez sans doute avec votre épouse. C'est Nawal Haït Benalla et elle va nous rejoindre tout de suite. Nawal, rebonjour, merci d'être avec nous. On vous a vu au début de cette émission dans le sommaire. Je rappelle que vous êtes chorégraphe et danseuse. Vous collaborez ensemble
puis vous vivez 24 heures sur 24 ensemble, quasiment, on va C'est dire. Est-ce que c'est la danse, d'ailleurs, qui vous a permis de vous rencontrer? Ouais, Oui. c'est la danse, ouais. En fait, j'étais à Paris. 2006, je cherchais des auditions, comme toutes les danseuses. Et puis, j'ai vu passer l'audition de la compagnie La Baraka. J'avais vu un reportage avant, il était sur France 3 aussi, parce qu'il était à l'Opéra de Paris. C'était Comme quoi, France 3 réunit les gens. Hein. Tout à fait. Premier Algérien à l'Opéra de Paris. J'ai trouvé, il était avec ses parents. J'étais très touchée par ce qu'il transportait, ce qu'il a dit. Et puis, une semaine après, je vois cette audition passer. J'envoie mon CV. Je me suis dit, je ne serai jamais prise. On était 750 femmes. Et j'ai fait partie des 5 filles retenues sur les 750. Et l'histoire a commencé comme ça. Voilà, et ensuite, sur les 5, vous êtes l'heureuse élue désormais depuis plusieurs années. Est-ce que la vie professionnelle en couple est toujours facile? Non, évidemment que non. Non, parce que voilà, mais après, comme on est danseurs aussi tous les deux, je crois qu'on respecte aussi une intimité, Oui. une intimité, qu'elle soit cérébrale, qu'elle soit, voilà, on se donne de l'espace, on partage des choses, mais pas tout. Et c'est une chance de pouvoir travailler ensemble. En tout cas, dans ce qu'on arrive à faire ensemble, on est plus fort, on est très complémentaires. Moi, Mais quand vous avez décidé de travailler ensemble? On n'a pas décidé, je crois que ça s'est fait tout seul. En fait, d'abord, je suis rentrée dans la compagnie en tant que danseuse. Oui, oui. Donc là, j'ai adhéré à tout son travail, à son discours. Puis on se reconnaissait aussi parce que moi, je suis franco-marocaine. Je viens d'une famille aussi très modeste. La danse m'a tout donné. C'était le moyen d'exister, d'avoir une place dans la société. Donc, beaucoup de choses nous rassemblent. Et à la fois, on est très différents. Donc on n'a pas choisi, on a travaillé ensemble parce que ça s'est fait tout seul, en fait. Différent, et c'est la raison pour laquelle vous avez vos projets respectifs. Hein. Le dernier et troisième qui a été présenté s'appelle Sur tes épaules, une pièce pour 7 danseuses qui évoque l'héritage des mères et grands-mères que les femmes portent en chacune d'elles aujourd'hui. On voit là quelques extraits de ce spectacle. Comment vous avez voulu le rendre ainsi? Je trouvais important, je me posais des questions sur, bien sûr, je suis très attentive à l'égalité, à la justice. Et en tant que femme aussi, j'ai vécu des choses et j'avais envie de faire une pièce sur les traces du patriarcat, justement, sur les traces dans le corps des femmes. Et, Est-ce que vous avez ressenti vous-même? Oui, parce que moi-même, en tant que femme, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants. Et parfois, je m'empêche et je me demande pourquoi je m'empêche et je retourne en arrière et je me dis mais oui, mais moi, je porte aussi ces cellules de ma grand-mère qui lui disait ne fais pas de ci, ne fais pas de vagues, ne sois pas trop belle, ne dis pas trop. On porte tout ça en nous. Et maintenant, je pense qu'on est toute une génération, peut-être moi d'ailleurs, après moi encore plus, mais à avoir envie d'avancer de manière plus sereine, plus égale. Et de s'affranchir de tous ces poids, bien évidemment. C'est un projet qui s'inscrit dans le programme de création et de formation unique en Europe, qui s'appelle Premier Pas. Quel est son but ? Premier pas, c'est d'accompagner, de soutenir des jeunes chorégraphes qui sont leur compagnie est naissante et on les accompagne, on leur donne des outils, des armes pour pouvoir affronter le monde professionnel de la danse et de la chorégraphie, qui n'est pas la même chose. Être danseur et être chorégraphe, ça n'a rien à voir. Et par ailleurs, vous êtes convaincu aussi que la pratique de la danse peut avoir un véritable pouvoir sur la place de chaque individu dans la société. On l'a un peu compris d'ailleurs en creux avec vous, Abou, depuis tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle donc, vous vous engagez envers des publics modestes et fragilisés en proposant des actions culturelles en collaboration avec les structures sociales du territoire. Là aussi, vous sentez que c'est bénéfique pour ces populations ? Ah oui, je pense que c'est hyper important. Ce sont des petits gestes pour moi, mais qui créent des grands mouvements. Cette chapelle, ce projet, on l'a pensé ouvert à tous, donc ça veut dire tous et toutes. Et je trouve que c'est très injuste déjà quand on a un enfant qui est porteur de plusieurs handicaps, d'avoir en plus des difficultés à s'insérer dans la société. Et je voulais que cette chapelle soit la maison de tous. De tous. Et qu'elle libère
quel que soit le corps dans lequel on est et les difficultés qu'il peut connaître. Absolument. En ce moment, vous préparez une pièce pour danseurs et danseuses qui va s'appeler donc Ceux qui nous traversent. La première aura lieu en mai prochain au Théâtre des Cordeliers à Annonay. Ce sera le 6 mai, un spectacle durant lequel justement vous allez nous interroger sur notre rapport au corps à l'heure des prouesses technologiques, l'intelligence artificielle qui nous propulse dans cette nouvelle ère et qui nous déconnecte finalement un peu plus encore de notre corps. Absolument, absolument. C'est une pièce qui est en train de se créer là en ce moment et qui milite pour un retour en avant. C'est une formule, mais j'aimerais qu'on continue à croire à tout ce qu'on peut échanger directement et non et pas de façon indirecte. Et c'est une pièce, c'est une déclaration d'amour au corps et à la chair. Et la déclaration d'amour, évidemment, à bout existe depuis bien longtemps. Merci à tous les deux Merci d'avoir été avec aussi. nous. On arrive à la fin de cette émission, ça passe vraiment très vite. trop. Encore plus vite qu'un spectacle, mais je suis sûr qu'on va se retrouver demain à 9h. Merci de votre fidélité à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et surtout à vous êtes formidables. À demain.